depuis très longtemps, donc depuis 2008, hein, donc dès qu'ils ont démarré au fait l'Europe, hein, donc la société ayant été créée au fait aux alentours de 2004, si mes souvenirs sont bons. C'est pour nous, en fait, un partenaire stratégique. On fournit vraiment beaucoup de services au fait, autour des solutions Varonis, essentiellement pour tout ce qui est du monitoring, de la compliance, mais également tout ce qui est remédiation automatique de certains problèmes, on va dire, identifiés, on va dire, chez les clients. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, vous savez tous que l'adoption du cloud, elle est en train de se faire, on va dire, très, très fortement, même ici en Suisse, hein, qui a toujours été un pays un petit peu conservateur et sur lequel on a toujours un peu de mal, on va dire, à faire le pas pour passer dans le cloud. Aujourd'hui, nous, on voit que même des sociétés qui auparavant ne voulaient pas en entendre parler, hein, même dans le domaine bancaire ou financier, sont aujourd'hui quand même en train soit déjà de faire le pas, soit ils ont déjà fait le pas, soit ils sont en train d'y réfléchir. Donc, c'est plus qu'une question de temps avant que cela démarre. Voilà, donc nous, on accompagne également donc, nos clients sur ces démarches au fait, de migration au cloud et on se doit notamment aussi de pouvoir les informer par rapport aux éventuelles lacunes que peuvent présenter les plateformes actuelles, hein, et puis surtout à les aider à couvrir les différents gaps en termes de sécurité aussi pour pouvoir aller dans le cloud mais de manière sereine. Donc voilà, aujourd'hui la plupart, on va dire effectivement des choses que nous réalisons sont en relation avec Microsoft 365, donc qui est quand même, on va dire, la plateforme cloud la plus adoptée, en tout cas de ce qu'on peut voir nous aujourd'hui sur notre panel de clients. Et c'est important, voilà, pour nous aujourd'hui. Donc la session d'aujourd'hui couvrira notamment, voilà, ce que nous faisons, on va dire, pour nos clients, pour pouvoir sécuriser et leur donner aussi de la visibilité sur ces plateformes Microsoft 365. À la toute fin de la présentation, il y aura également une session de questions-réponses. Donc, on a gardé, on va dire, une dizaine de minutes, un quart d'heure pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas non plus à poser ces questions. Et puis, je vous informe également que uniquement la présentation en elle-même aujourd'hui est enregistrée pour qu'on puisse, pour les personnes qui n'ont pas pu participer, puissent la visionner en fait par après, et on coupera en fait cet enregistrement bien évidemment après à la fin pour les questions-réponses qui elles ne seront bien évidemment pas enregistrées. Donc voilà, pour ma part, j'ai fini l'introduction, donc je te passe la main Arnaud. Je pense que tu peux démarrer et puis je reprendrai à la toute fin pour faire une petite conclusion rapide. Merci Nelson. Merci à toi. Alors, certainement, vous ne me connaissez pas encore. Je suis donc Arnaud Tonazzi, je suis ingénieur avant-vente chez Varonis sur le secteur Enterprise dans l'équipe de Rémi Fourdrinier, pour ceux qui le connaissent. Vous avez mon adresse email. Si à la fin du webinaire, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour rappel, la solution Varonis s'appelle Varonis Data Security Platform. Sous le trigramme DSP, pour ceux qui le connaissent. Varonis est historiquement une solution qui est data-centrique et qui a été évoluée en s'enrichissant de plateformes et de différents modules au fil de l'eau. C'est une plateforme de collection d'informations autour de la donnée, donc qu'on appelle les métadonnées, fonctionnant sur un certain nombre de types de ressources. On va pouvoir retrouver tout ce qui est les annuaires Active Directory, aussi bien on-premise que chez Azure, l'offre Office 365 qui nous intéresse aujourd'hui, avec tout ce qui est SharePoint Online, OneDrive, Exchange Online et surtout Teams. Box, pour tout ce qui est partage de fichiers. On va retrouver aussi les partages de fichiers locaux, on-premise, qui vont être les stockages Windows et les baies NAS, et tout ce qui va en déclinaison avec les Linux et Unix. On va aussi pouvoir monitorer tout ce qui est Exchange et SharePoint on-premise. Et plus récemment, grâce à l'acquisition de la société Polyrise, on va aussi pouvoir monitorer tout ce qui va être cloud, tous les environnements cloud, tels que AWS, GCP ou encore toute la partie Salesforce et bien d'autres. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la partie Office 365 qui est plus que jamais dans l'air du temps. Parmi les points à retenir concernant cette plateforme de collaboration,
il y a une forte adoption de l'usage de Teams pour sa facilité d'emploi. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà vous en interne, mais on se rend bien compte que Teams, c'est vraiment l'outil idéal pour la collaboration. Les utilisateurs n'ont pas besoin de connaître spécifiquement SharePoint ou OneDrive pour les utiliser au final. Les utilisateurs, du coup, ils arrivent à créer des liens de partage, et ce, à une fréquence qui devient de plus en plus importante. On se rend compte aujourd'hui que les utilisateurs arrivent à partager et partagent de plus en plus grâce à cette simplicité d'utilisation de Teams. En conséquence, ça crée de la complexité pour la sécurité IT, puisqu'on va perdre progressivement le contrôle de la donnée qui va se trouver dans le cloud. Donc, cette facilité d'usage et cette forte adoption entraînent des challenges importants en termes de gouvernance de cette sécurité. Et justement, Varonis va permettre de chapeauter les contrôles manquants afin de récupérer cette visibilité et ce contrôle sur la donnée qui est dans le cloud. Donc, dans le cadre de cette présentation, aujourd'hui, je vais vous démontrer plusieurs points. D'abord, que se passe-t-il réellement dans les mécanismes Office 365 lorsque les utilisateurs collaborent dans Teams, SharePoint et OneDrive? Et aussi, de quelle façon les entreprises perdent lentement le contrôle de leurs données? Et pour finir, on va voir comment reprendre le contrôle et la visibilité de ces données en utilisant les solutions Varonis. Donc, si on fait un focus plus particulier sur l'adoption d'Office 365, quelques chiffres qui datent maintenant de l'année dernière, mais on va pouvoir dire qu'il y a plus de 62% des sociétés utilisatrices de solutions SharePoint hybrides qui vont finir par migrer totalement vers l'équivalent Office 365. Exchange Online, il y a un an, représentait 48% des comptes de messagerie du monde entier. Aussi, à titre d'information, on a près de 44 millions d'utilisateurs par mois de la solution Teams et 20 millions quotidiens. Donc ça, ce sont des chiffres Microsoft sur le monde entier. Donc voilà, on se rend compte, ça c'est des chiffres l'année dernière, que toute la partie Teams a petit à petit évincé Slack, qui était avant le leader, et qui passe maintenant au rôle de challenger, pour mettre Teams aujourd'hui en tant que leader. Donc, le but, c'est de réussir à trouver un juste équilibre entre le travail collaboratif et la sécurité concernant les échanges internes et externes à l'organisation. On va se rendre compte très facilement qu'on peut partager un document à l'extérieur de l'organisation sans forcément que l'IT soit au courant. En plus, ces outils de collaboration, les utilisateurs en prennent le plein pouvoir de ces permissions, ce qui n'était absolument pas le cas actuellement quand on utilise un serveur de fichiers on-premise. À partir de ce moment-là, du coup, les données se retrouvent à risque si elles ne sont pas régulièrement contrôlées, et l'avenir de ces données va devenir problématique. Je vais donc vous démontrer comment la collaboration des utilisateurs, qui est le but premier de ces technologies, peut s'avérer destructeur dans la mesure où le partage avec n'importe qui et ou n'importe quelle organisation complexifie grandement le traitement et va en plus créer de la surexposition de données, qui plus est parfois sensibles. En d'autres termes, là, on va pouvoir commencer à parler de failles de sécurité. Et aussi, je vais vous démontrer comment les organisations peuvent reprendre le contrôle sur la gestion de ces données. On va voir très facilement, à travers des différentes consoles mises à disposition, comment reprendre le contrôle de ces données et qui fait quoi avec les outils mis à disposition. Donc, si on vient un peu plus dans le fonctionnement de la collaboration avec Office 365, on va démystifier un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, Teams, ce n'est pas une solution à part entière. C'est un agrégat de plusieurs technologies. Comme vous pouvez le voir, il y a du SharePoint Online qui va être créé pour accueillir l'espace Teams en lui-même. Il va aussi y avoir la création de boîtes aux lettres dans Exchange Online pour la boîte de réception et pour le calendrier de cet espace Teams. On va aussi retrouver différents groupes de sécurité qui vont être créés dans Azure Active Directory. Et et pour la partie SharePoint Online aussi. Et pour finir, on va finir par partager les documents personnels au travers du chat dans le OneDrive des utilisateurs. Et l'intérêt justement de Varonis, c'est que ça va permettre de monitorer toutes ces plateformes qui composent Teams. Il faut bien voir Teams comme un front-end
et pas comme une solution à part entière. Donc aujourd'hui, on va prendre un exemple tout simple et je vais vous inviter à essayer de retenir les noms et fonctions, enfin les prénoms et fonctions de chacun dans ce petit exemple. Mais un espace Teams va être initialisé de deux types différents, soit un espace public, soit un espace privé. En aucun cas, ces deux types vont permettre nativement l'accès à l'extérieur à un utilisateur sans qu'il y soit invité. Même s'il s'appelle public, il est public, mais il reste interne à l'organisation. Donc, parmi les rôles qui vont être disponibles dans un espace team, on va retrouver les propriétaires, qui vont être les modérateurs en quelque sorte, et on va retrouver les membres, qui vont être les personnes invitées par le propriétaire. En troisième point, on va retrouver les invités, les guests, qui vont avoir plus ou moins les mêmes rôles que les membres, à la différence que eux sont externes à l'organisation. Donc, si on prend l'exemple qui est présenté là, on va retrouver du coup Amélia, qui est la directrice financière et qui travaille avec elle dans son équipe, avec James, Williams, Linda et Zoé, qui sont des collaboratrices directes d'Amélia. Et on va retrouver Sandra, qui fait partie de la même organisation, mais côté RH, et Margaret, qui travaille dans un cabinet d'avocats extérieur. Donc, voyons maintenant comment on va créer une équipe dans Teams. Alors, on est dans la peau d'Amélia, qui va créer un nouvel environnement au sein de Teams, un nouveau channel dans Teams. Elle sera donc, par défaut, considérée comme la propriétaire de cet environnement privé au sein du Teams. Cet environnement, elle va l'appeler compensation. À partir de là, elle va commencer à ajouter des membres. Donc, on a vu tout à l'heure qu'Amélia travaillait directement avec 4 personnes. Donc, elle va rajouter James, Linda, William et Zoé à son environnement, qui vont être ses 4 collaborateurs directs. Puis, elle va définir Zoé comme copropriétaire de ce groupe. Ça veut dire qu'il va y avoir à la fois Amélia et à la fois Zoé qui vont être capables d'être propriétaires de l'espace Teams. C'est-à-dire que Zoé va pouvoir inviter du monde. Ensuite, Amélia va ajouter Sandra, qui fait partie du département RH, et pour finir, Margaret, qui est une utilisatrice extérieure. On voit ici qu'elle apparaît en tant que guest. Donc voilà, on a simplement créé un espace dans lequel les utilisateurs vont pouvoir collaborer facilement. Et on retrouve du coup les membres du Teams compensation. Hop, voilà un peu plus en détail comment sont les membres et on voit bien que Margaret Bloom est entre parenthèses écrit guest et en plus de ça, dans son rôle, on va la retrouver en tant que guest et on retrouve nos deux honneurs, Zoé et Amélia. Donc maintenant, on va voir différents moyens de partager au travers de Teams. Donc, on va créer tout d'abord un espace qui va s'appeler un channel dans le Teams compensation qui va s'appeler bonus. Donc là, on va Amélia créer le channel bonus. Ensuite, elle va venir uploader un fichier qui s'appelle bonus employees, un fichier Excel qu'elle va vouloir partager avec les différents membres de l'espace compensation. Donc là, on voit qu'elle va chercher un document sur son ordinateur directement pour le mettre à disposition de toutes les personnes dans le Teams. Donc là, si on voit sur le fichier, on voit que ce sont des données assez sensibles puisqu'on a les comptes bancaires et les différents noms et prénoms des collaborateurs ainsi que le montant de leur bonus. Donc ça reste une donnée relativement sensible. Par défaut, tout membre du Teams peut créer un nouveau channel dans la partie compensation. Ce channel, on va par exemple l'utiliser pour tout ce qui est un nouveau projet, pour un département, ou alors si on a un sujet spécifique. Les échanges dans ce channel vont être stockés dans le site SharePoint Online associé à Office 365. Linda a donc partagé le channel bonus avec son équipe qui maintenant peut y accéder. Ça, c'était le but voulu, on est vraiment dans la collaboration. Si on regarde plus en détail maintenant, comment on peut partager ce fameux fichier Excel, là, on va se mettre maintenant dans la peau de James. Et James va ouvrir le fichier bonus Excel et il va pouvoir soit l'ouvrir depuis Teams, soit l'ouvrir depuis Office Online. Donc là, il va passer à l'édition du document. Il voit
qu'il a un accès total. Et là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Dans les menus directement, il a l'option de partager avec une personne spécifique. Et James va partager ce document avec une personne qui s'appelle Emma. Et Emma ne fait pas partie de l'organisation. Donc, il a trouvé Emma. Il va pouvoir lui envoyer le lien directement. Donc, Emma va recevoir un email avec un lien. Maintenant, si on Oups, pardon, je passais un peu vite. Donc là, James a partagé directement un lien avec Emma. Donc, il a ouvert son application, il a partagé le lien, il a défini aucune stratégie particulière, donc le lien a été envoyé publiquement à Emma. C'est-à-dire que maintenant, toute personne ayant le lien qu'Emma a dans sa boîte aux lettres est capable d'accéder au document. Maintenant, si on passe au cas de William. William, lui, il a créé une discussion directement avec Margaret, qui est membre de l'espace. Et William, dans le chat, a uploadé un document qui est un contrat de travail directement avec l'avocate du cabinet extérieur, qui est Margaret. Et là, en faisant cette action-là, en partageant directement avec Margaret, le fichier en question va se retrouver dans le OneDrive de William. Donc, sans le savoir, William a utilisé un fichier qui était dans son ordinateur. Ce fichier va se retrouver dans son OneDrive et va être partagé avec Margaret, un cabinet extérieur. Et là, ça commence à devenir problématique. Donc, Teams va utiliser les appartenances au groupe de sécurité comme liste de contrôle d'accès aux données. On a vu qu'on allait peupler des groupes Azure Active Directory pour permettre les accès membres, propriétaires ou guests aux données. Dans notre cas, Zoé a été définie en tant que propriétaire du Teams, alors qu'elle ne maîtrise peut-être pas le fonctionnement de ses permissions. Malgré tout, elle peut quand même ajouter autant de membres qu'elle le désire dans ce Teams, vu qu'elle est maintenant copropriétaire. Voilà, donc on a Amélia et Zoé qui sont propriétaires et copropriétaires, ce qui donne plein pouvoir du coup à Zoé. Toute l'équipe a donc maintenant accès à de la donnée sensible, puisque Sandra a uploadé un document Excel contenant les différents bonus de l'organisation. Et donc, du coup, on va dire que Sandra a créé de la surexposition. Il y a aussi Margaret, qui est un exemple de surexposition, mais là, pour le coup, de surexposition externe, puisque Margaret, elle, fait partie d'un cabinet extérieur à l'organisation, est une personne extérieure à l'environnement, et elle a maintenant accès aux fichiers bonus de l'entreprise et au contrat de travail qui a été envoyé par James. Donc, dans l'absolu, les utilisateurs pensaient bien faire. À la base, c'était le but, rechercher, vous voulez collaborer, se partager des documents. Mais au final, on voit bien que personne ne s'est rendu compte des actions qui sont créées derrière au niveau SharePoint Online ou au niveau OneDrive pour les utilisateurs. À l'époque, on avait des outils de reckoning sur les serveurs de fichiers qui permettaient de déceler les emplacements surexposés et ou les failles de permission. Mais ces outils sont aujourd'hui presque révolus. Quand on opte pour une solution Office 365, on a l'utilisation de Delve, qui va permettre justement à tout utilisateur disposant d'un compte dans l'organisation de rechercher le contenu sur la base des permissions qui lui ont été accordées. Donc là, je suis en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir, par mots-clés, rechercher les différentes données qui m'ont été partagées. Et là, pour un attaquant interne, c'est donc l'outil rêvé pour savoir à quoi l'utilisateur qu'on vient d'usurper l'identité a accès au sein de mon environnement cloud. Et donc là, on pourrait très facilement se rendre compte qu'on a accès à un dossier qui s'appelle bonus au sein d'un espace Teams. Donc, ce qui est censé rester privé dans Teams ne l'est en réalité pas vraiment. Dans notre cas de figure, Emma, elle n'a pas joint l'équipe Teams, mais elle dispose désormais d'un accès à un fichier sensible par le biais du lien qui lui a été envoyé directement par James. Et à part James, personne n'est au fait
que cette permission existe, car encore une fois, la donnée, elle est située dans l'espace OneDrive de James et non pas directement dans le Teams. Donc là, vous commencez à voir la complexité pour le service IT de savoir comment James a partagé un document à l'extérieur. Et donc, du coup, comment vous allez pouvoir répondre à ces différentes questions? Le partage dans le Teams est désormais dans le OneDrive de William. Margaret, elle a des permissions directes au travers du lien qui lui a été envoyé, directement depuis la discussion Teams. Elle peut remonter dans son historique et retrouver l'accès au document. Elle pourra même le sauvegarder sur son poste. Et en plus de ça, du coup, comme c'est dans une discussion Teams, il n'y a pas de durée d'expiration de l'accès à cette donnée. Donc ça, c'était juste au travers du partage directement dans le chat. À partir de maintenant, vous devriez être en mesure d'un peu mieux comprendre la complexité qui s'instaure avec l'adoption de ces solutions de collaboration dans Office 365. La surexposition des données sensibles ainsi que la perte de contrôle par les équipes de sécurité commence à surgir pour vous. Les utilisateurs, on va pouvoir dire que maintenant, ils se retrouvent maîtres des permissions, et ce, dans plusieurs types d'environnements différents, que ce soit une exposition interne ou une exposition externe. Donc, en coulisses, maintenant, à quoi ça va ressembler? Ici, on va avoir un ensemble de structures des permissions dans Teams. Tout d'abord, on a eu la création d'une nouvelle équipe Teams qui a créé ensuite un groupe Office 365 dans l'Azure Active Directory. Puis, on a créé un nouveau channel dans ce Teams qui a créé un site SharePoint Online, comprenant toujours les 3 groupes de sécurité habituels côté SharePoint qui sont propriétaires, membres et visiteurs. Et pour finir, on a une boîte de réception, une boîte aux lettres Exchange Online qui a été créée pour tout ce qui est boîte de réception et calendrier appartenant au Teams. Donc, tout le contenu d'un Teams, excepté ce qui réside dans un channel privé, est groupé dans un site SharePoint créé initialement depuis Teams. Chaque channel standard se voit attribuer un dossier populé sous le SharePoint initial. Chaque channel privé, lui, crée un nouveau sous-site SharePoint. Ça, c'est vraiment la différence entre un channel public et un channel privé. Un channel standard public va créer un nouveau dossier dans le SharePoint de base, alors qu'un channel privé va créer un sous-site dans le site SharePoint Online. On voit vraiment donc cette différence de structure. Concernant la gestion du contenu de ces channels, les fichiers, en fonction du type de channel, sont envoyés soit dans le dossier du channel, qui correspond, c'est soit un channel standard, et ce sera donc du coup dans le dossier de ce channel, soit c'est un channel privé, et ce sera dans un sous-dossier du sous-site SharePoint. Au niveau du fil de discussion, lorsqu'il y a un partage de pièces jointes depuis le chat, on va toujours utiliser le OneDrive personnel de l'utilisateur qui va émettre le partage. Donc, les permissions vont être assignées au niveau OneDrive de l'utilisateur et plus au niveau SharePoint Online. Comment le service informatique peut-il voir aujourd'hui ce qui se passe? Donc, on va mettre en place, on va aller dans les différents outils qui sont mis à notre disposition. Et si vous vous rappelez bien dans les premières étapes, depuis la rubrique fichier de notre Teams, on va voir les différents utilisateurs qui y ont accès. Donc là, on voit que dans nos Teams compensation, on a les utilisateurs qui ont été définis par Sandra au départ. On voit qu'ici, que malgré que Emma ait eu un accès via un lien qui lui a été envoyé directement depuis Exchange, elle n'apparaît pas dans le Teams compensation. Donc là, jusqu'à présent, si on est administrateur, on ne peut pas savoir que Emma a un accès à un dossier, un fichier qui est dans le SharePoint, dans le Teams compensation. Donc, comme on l'a vu côté Teams, Emma, elle apparaît nulle part. Mais alors, où est Emma? Emma, elle n'est pas dans la Azure Directory ni dans Teams. Donc là, ça commence à devenir
complexe pour les équipes IT. En partant de ce postulat maintenant, comment les organisations vont-elles garder le contrôle et donc pouvoir le reprendre? Il va falloir d'abord trouver un moyen de savoir où se cachent les différentes permissions d'EMA sur le fichier bonus. Alors, il faut juste, dans un premier temps, qu'on aille se rendre sur le site SharePoint Online du Teams. Et là, on se rend compte qu'on a un nouvel utilisateur, Chris, qui a été créé. Hop, la petite vidéo va se lancer. Voilà, donc on va dans le site bonus. On reprend notre fichier Excel et on va voir que dans les permissions, ici, on va retrouver nos 4 groupes. Donc ça, ce sont les 4 groupes Azure Active Directory qui sont peuplés automatiquement. Et là, on va enfin pouvoir retrouver Emma sur la partie lien. Donc là, on a retrouvé notre utilisatrice Emma. C'est une bonne chose. On va aller maintenant dans la gestion des accès. On retrouve nos 4 différents groupes qui ont été créés automatiquement. Et on va voir qu'il y a eu un lien qui a été partagé et on voit les initiales d'Emma juste au-dessus. Le problème est qu'ici, on ne peut pas voir qui fait partie des groupes. Donc là, on peut naviguer sur chacun des groupes. On ne connaît pas les membres de ces différents groupes. Donc, on sait qu'on a un document qui a été partagé à Emma, on sait qu'on a 4 groupes dessus, mais on ne peut pas voir qui a accès à ces groupes. Donc, du coup, on va aller directement sur la partie SharePoint, retrouver nos différents groupes via le bouton Advanced. Et là, on va être capable de cliquer sur chacun des groupes. Mais là, on se rend compte, du coup, que Emma a disparu. Et là, dans le groupe membres de compensation, on va retrouver un Chris. Alors, Chris, pour l'instant, on ne l'a vu nulle part. Il a été créé. Il n'a pas été créé lors des vidéos précédentes. Et donc, comment on va faire pour retrouver Emma, qui nous intéresse toujours? Donc là, on va retrouver cette possibilité dans les liens de voir que Emma a en effet à disposition un lien de partage vers le document. Donc, vous commencez à rendre compte un peu du côté fastidieux de la recherche manuelle des permissions au travers de Teams et au travers de SharePoint Online. Donc, la visibilité, elle est vraiment pas claire. Comme on a pu le voir, la recherche des permissions, elle est vraiment fastidieuse. Et le seul moyen de visualiser ces permissions, c'est soit d'aller directement sur le site SharePoint Online, mais il y a aussi des informations qui sont présentes directement dans les préférences de Teams. Donc, du coup, c'est vraiment pas user-friendly pour le côté administration et c'est vraiment consommateur de temps pour tout ce qui est gestion de la sécurité IT. Donc maintenant, on a vu que Chris était apparu. Et là, comment Chris, qui semble-t-il appartient au département légal, a pu faire pour être positionné sur ce dossier? Et bien là, encore une fois, vu qu'on a maintenant 2 co-owners sur l'espace SharePoint, n'importe lequel des deux aurait pu inviter Chris entre-temps, sans forcément qu'on ait eu cette information directement auprès des services IT. Donc, probablement qu'un des membres a ajouté Chris via la fonctionnalité de partage du channel compensation. Donc, les permissions de Teams étant issues d'un agrégat de plusieurs plateformes sont réparties sur le ou les sites SharePoint associés au Teams. Viennent ensuite les dossiers et les sous-dossiers du site SharePoint. Puis, on a de la granularité finale jusqu'aux fichiers qui ont été partagés au sein de cet espace-là. Donc là, vous commencez à prendre vraiment conscience de la difficulté de gestion des permissions au travers d'un environnement Teams. La configuration des options de partage dans Office 365, il ne faut vraiment pas qu'elle soit prise à la légère. Varonis a créé une vidéo explicative. Là, vous avez le lien en dessous, mais vous allez recevoir la présentation plus tard. Vous pourrez cliquer dessus. C'est une vidéo d'à peu près 1 heure qui va vous expliquer pourquoi il ne faut vraiment pas prendre à la légère les autorisations et les permissions dans Office 365. Donc, en se rendant dans les paramètres de configuration, un administrateur Azure va pouvoir bloquer plus ou moins le partage. Mais en fonction des actions qu'il va entreprendre, les utilisateurs perdront la dimension de partage et de collaboration avec les personnes externes à l'organisation. Là, on a vu que
que James avait envoyé directement un document à Margaret qui faisait partie d'un cabinet d'avocats externes. Mais qu'est-ce qui va se passer peu de temps après? Eh ben, le Shadow IT va refaire surface. Et là, vous allez retrouver des utilisateurs qui vont se remettre à partager avec des fameux WeTransfer, avec du OneDrive, des choses, voilà, vraiment du Shadow IT, parce que leur but premier, c'était de partager de l'information. Et c'est tout à fait légitime dans le monde encore plus aujourd'hui où on ne se rencontre pas et où le courrier est a presque disparu. Le but aujourd'hui, c'est de s'échanger des documents. Des documents qui sont, qui plus est, de plus en plus volumineux et qui ne passent plus par les messageries. Donc la configuration, au final, elle peut s'avérer vraiment complexe. Il va y avoir des configurations distinctes pour OneDrive, pour SharePoint Online, pour Azure Active Directory et donc pour Teams. Certains paramètres sont entre les mains des administrateurs, comme on voit ici. On va pouvoir jouer avec qui a le droit de partager et à quelle exposition il va permettre ce partage-là. Mais il va y avoir d'autres paramètres qui vont être propres à l'utilisateur. On a vu que chaque utilisateur pouvait créer des permissions de partage sans vraiment s'en rendre compte, mais pouvait créer des permissions et en gros, ça revient à des accès anonymes sur des documents qui sont propres à la société. Donc, avec des ressources on-premise, eh ben, les choses restaient complètement sous le contrôle de l'IT. L'IT s'occupait de la structure des répertoires et des permissions, pouvait positionner des groupes de sécurité, pouvait définir des access lists et elle pouvait peupler ses membres directement et gérer qui avait le droit d'accéder à tel dossier au travers de tel groupe positionné dans l'Active Directory. Pour un end-user, il était quasiment impossible de transgresser ces règles avec ce type de schéma de fonctionnement. Dans Office 365, le cas d'utilisation des outils d'Office 365, l'approche, elle est fondamentalement différente. Aujourd'hui, ce sont les end-users qui choisissent de partager les données et plus les équipes IT. Et même si ces données peuvent avoir un caractère sensible, ils sont responsables de ce partage de ces données-là. Ils vont pouvoir les partager à différents niveaux de granularité. On a vu qu'on pouvait partager le site SharePoint Online, donc le Teams compensation au final, partager sinon le dossier bonus directement, ou partager même le fichier Excel qui est dans le dossier bonus. Les données vont pouvoir du coup se retrouver surexposées à n'importe qui sur Internet à partir du moment où le lien aurait été envoyé à n'importe quel utilisateur externe à la société. Et en point 4, il est vraiment possible de partager ces données à peu près avec tous les outils qui sont mis à disposition de l'utilisateur. Aujourd'hui, si on prend Teams, on peut avoir Teams sur son téléphone portable, on peut avoir Teams sur son laptop corporate de la société, mais on peut aussi l'avoir sur son propre laptop à soi chez nous. Voilà, on a vraiment toute la matière disponible pour créer ce fameux partage. Côté gestion de l'IT, à partir du moment où les rênes du traîneau sont dans les mains des end-users, il va devenir très particulièrement compliqué d'en garder le contrôle. Et donc, du coup, en garder le contrôle sans avoir la possibilité de répondre aux 3 piliers de la gouvernance qui sont la protection de la donnée, avec la cartographie des permissions, l'énumération des liens de partage, la surexposition et le principe de moindre privilège. Le deuxième pilier, ça va être la mise en conformité. Peut-être que vous allez avoir des données de nature P2I, donc des données personnelles aux utilisateurs, ou bien une concentration à un endroit de fortes données, de fortes données sensibles. Donc, si vous avez un dossier, par exemple, qui va contenir les différentes fiches de paye de tous vos employés, on va considérer ce données comme sensible. Et donc, il vous faut cette information-là. Et dans la conformité, on va aussi retrouver la vétusté de la donnée. Depuis quand la donnée n'a pas été accédée? Est-ce qu'elle est encore pertinente à cet endroit-là? Voilà. Et le troisième pilier de la solution Varonis, ça va être la détection de la menace et comment y répondre. Donc, on a des treat modèles pour surveiller et apprendre le comportement des utilisateurs
ce que font les utilisateurs avec leur endpoint et le périmètre d'accès régulier de ces utilisateurs-là. On va pouvoir apprendre de tout ça et tirer des conclusions et créer des alertes. On va aussi, grâce à la détection de menaces, pouvoir détecter des compromissions de type ransomware en disant, du coup, un utilisateur qui n'avait pas forcément un usage régulier du dossier bonus se retrouve à y accéder très régulièrement et à modifier un tas de fichiers en très peu de temps, alors que ce ne sont absolument pas dans ses habitudes. Donc voilà, les trois grands piliers de la solution Varonis, qui vont être du coup la protection de la donnée, la mise en conformité et la détection de la menace et comment y répondre. Donc voilà, à présent, maintenant que vous êtes conscient des risques liés à l'utilisation de la collaboration intensive, prenez un peu de temps pour songer au nombre d'utilisateurs qui pourraient potentiellement partager des données au travers d'une suite Office 365. Là, on a pris un exemple simple avec 6 utilisateurs, mais remettez ça à l'échelle d'une entreprise, comme je pourrais travailler sur le secteur enterprise avec des entreprises qui ont entre 1000 et 5000 salariés, le chaos de la gestion risque très fortement de faire son apparition et même plus rapidement que le service IT pourrait le prévoir. Sauf qu'au moment où il y aura vraiment ce chaos et tout ce partage et cette surexposition à la donnée, le travail à abattre pour y remédier par les équipes IT va se transformer en une montagne de travail presque inhumaine. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de venir sécuriser cette donnée en amont de l'utilisation pour éviter d'avoir trop de travail après, ou alors on va voir par la suite qu'on a des outils de remédiation. Donc, comment Varonis va redonner le contrôle à l'organisation sur la gestion de ces données? Donc, d'abord, Varonis va vous redonner de la visibilité sur la fiche Office 365 en vous donnant des indicateurs sur le type de données, sur l'activité que vont avoir les utilisateurs avec ces données, va du coup vous permettre de créer des alertes en fonction de la modification du comportement de l'utilisateur. Et on va même pouvoir vous préconiser des recommandations que vous allez pouvoir exécuter directement depuis les consoles. Donc la visibilité est importante dans la mesure où elle permet de déceler où se situe la donnée sensible et quels sont les comptes y ayant accès. En plus de ça, qui est la base du framework de la sécurité de Varonis, les capacités de la solution vont permettre également de délivrer des recommandations de retrait de permission concernant les données surexposées. Donc la solution, vu qu'elle apprend du quotidien des utilisateurs, va pouvoir vous faire des recommandations basées sur le principe de moindre privilège. À partir du moment où un utilisateur n'a pas accédé à la donnée depuis X temps, sur le principe du moindre privilège, on va dire, OK, cet utilisateur n'a pas besoin d'avoir accès à ces données, vous allez pouvoir supprimer cet utilisateur. La solution Varonis va aussi permettre de déclencher des alertes sur la base de l'activité collectée et principalement du module d'alerting comportemental qui va justement permettre de détecter toute activité, tout changement de comportement dans l'activité d'un utilisateur, soit parce que l'utilisateur commence à s'attribuer des permissions auxquelles il n'aurait pas accès, soit parce qu'il est en train de regarder ou de télécharger ou de modifier du contenu sensible. Donc le socle de la solution Varonis s'appelle Data Advantage et ça va permettre de rendre exploitable et de manière centrale la gestion de cette donnée dans Teams. Donc, vous allez d'abord avoir des dashboards via une interface web. Vous allez ensuite avoir une console plus lourde qui s'appelle la Work Area, qui est vraiment la console Data Advantage, dans laquelle là, on va mettre en évidence de manière hiérarchique la concentration des données sensibles et les accès potentiels à ces données. Et on va retrouver aussi une partie reporting qui va vous permettre d'avoir une visibilité plus claire et concise sur les données partagées à l'extérieur de l'organisation, sur les données inactives ou mortes, et bien plus encore. Donc, voici une représentation d'un dashboard SharePoint Online, donc disponible depuis l'interface web du portail Varonis. Dans l'exemple, on peut déjà y retrouver le nombre de fichiers partagés en dehors de l'organisation. Donc, il faut traduire partager en dehors de l'organisation par partager de manière externe et anonyme.
On va aussi retrouver le nombre de fichiers sensibles partagés en dehors de notre organisation et le nombre de dossiers contenant des données sensibles. Donc, ces vues vont permettre de ne plus être aveugle sur les risques qu'encourent les données, pour le coup. En quelques secondes et en quelques clics, comparé à ce qu'on a pu voir précédemment dans la solution Office 365, naviguer entre SharePoint ou Teams pour voir quelles sont les permissions, là, en quelques clics et en quelques secondes, vous allez pouvoir savoir à quel niveau sont positionnés les risques au niveau de votre donnée. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des mesures de remédiation et vous allez pouvoir prendre et appliquer des fameuses mesures de remédiation. Côté OneDrive, donc cette technologie repose majoritairement sur SharePoint Online et les dashboards vont être similaires. Mais ils vont tout de même avoir quelques particularités supplémentaires. Gardons à l'esprit que ce qui est partagé depuis Teams dans les sessions de chat se retrouve catapulté dans le OneDrive de l'utilisateur et se voit ajouter des permissions de partage supplémentaires. Il va falloir pouvoir suivre cette activité et avoir des métriques pour mieux les aborder. D'autant plus que chaque utilisateur peut disposer de son espace OneDrive et on se rend compte de plus en plus qu'aujourd'hui, les utilisateurs commencent vraiment à adopter OneDrive et remplacent OneDrive par anciennement le profil utilisateur. De plus en plus de sociétés mettent à disposition le OneDrive et arrêtent de faire de la redirection de dossiers, du dossier Mes documents, par exemple. On demande de plus en plus aux utilisateurs de venir ranger leurs données directement dans OneDrive. Qui plus est, c'est un avantage pour les utilisateurs puisqu'ils vont pouvoir retrouver l'accès à cette donnée depuis leur smartphone, depuis leur tablette ou depuis leur poste directement chez eux. Donc là, on est vraiment dans la console maintenant Data Advantage. Donc on est sorti de l'interface web, on a lancé cette console MMC qui vient avec l'installation de Data Security Platform qui s'appelle Data Advantage. Et là, imaginez que nous avons filtré l'affichage sur des éléments en ne montrant que ce qui contient des données sensibles de type données personnelles. Donc voilà, on voit ici que ça a été filtré, que ça a répondu à une classification qui est P2I, qui correspond à la classification des données personnelles. Donc ici, on va pouvoir visualiser facilement dans la partie Microsoft, en un simple clic, quelles sont les données qui sont mises à disposition depuis notre site SharePoint. Depuis cette Work Area, on va y retrouver le Teams, le site Teams, sous la forme d'un site SharePoint, comme on a vu au début. On va retrouver le channel bonus qui a été créé et on va pouvoir retrouver les différentes permissions qui ont été accordées au fichier Excel qui a été uploadé dans notre dossier bonus. Et là, on va pouvoir retrouver, du coup, si on zoome sur les permissions, donc tous les groupes qui sont créés automatiquement et on va pouvoir retrouver qui fait partie de ces fameux groupes. Là où on avait vu au début qu'au travers de Teams, on ne voyait pas qui était dans le groupe, qu'il fallait passer à SharePoint Online pour voir qui était membre du groupe et revenir à Teams pour voir qui avait partagé le document de manière publique. Donc là, on va retrouver dans un premier temps tous les honneurs, toutes les personnes qui ont été ajoutées manuellement. On va retrouver les différents liens de partage qui vont être créés. Donc là, on va voir qu'on a une section dédiée au partage. Voilà, et on va retrouver notre fameuse utilisatrice Emma. Et on va même retrouver tout en bas les différents administrateurs. Et donc, on va retrouver Amélia et Sandra qui sont les co-owners de cet environnement-là. Donc, notez que tout ça, on y a accès très facilement en 3 clics. Bien entendu, tout ce que vous voyez là, vous allez aussi pouvoir l'exporter dans un rapport et même automatiser l'export et l'envoi de ce rapport. Par exemple, à chaque propriétaire du site Teams, vous allez pouvoir lui envoyer le rapport avec qui a accès à quoi, quels ont été les liens de partage qui ont été créés, des liens publics, des liens internes. Voilà, vous allez pouvoir partager cette information de manière automatique. On va retrouver aussi, depuis l'espace web de la solution, l'activité des comptes sur les données. Donc, en plus de connaître les permissions potentielles, on va pouvoir voir quels sont les accès réels à cette donnée. En plus des fonctionnalités qu'on a déjà évoquées,
la solution Varonis va permettre également de déceler des comportements anormaux des différents comptes positionnés sur le site OneDrive et de déclencher des alertes. Donc, il va devenir également possible de déclencher des alertes sur mesure avec des actions réactives. Donc, vous allez pouvoir définir des scripts en fonction d'un seuil d'alerte que vous allez créer manuellement ou en fonction des alertes pré-créées par Varonis à l'installation de la solution. Dans la vue actuelle, on va retrouver l'activité correspondant à des modifications sur des groupes de sécurité dans Azure Active Directory. On va pouvoir retrouver la création du groupe et l'ajout des différents utilisateurs dans ce groupe. Donc, actuellement, la solution ne supporte pas, mais je dis bien actuellement parce que c'est en cours de développement, elle ne supporte pas la collection de l'activité liée à la modification des groupes SharePoint Online ainsi qu'à la création de channels privés. Là, on va vraiment être, pour l'instant, on va pouvoir suivre tout ce qui se fait sur des channels de type standard. Mais ça va bientôt évoluer dans les prochaines versions. Donc, afin de recroiser les différents types d'événements collectés en fonction de la plateforme supportée, voici comment ça se conjugue. Donc, on a vu Amelia a ajouté un membre, ou plutôt un propriétaire sur son espace Teams. Cela s'est traduit par un événement de même type dans Azure Active Directory, puisque quand elle a ajouté l'utilisatrice owner dans Azure Active Directory, on a populé les bons groupes automatiquement. On a vu que Linda a modifié le fichier des primes dans SharePoint Online. Même chose, on a l'information de ce type d'événement qui est un événement de type fichier modifié. On va aussi pouvoir retrouver le fait que James a partagé à l'extérieur de l'équipe. Donc là, ça va créer la création d'un événement de type création d'un lien de partage, et en plus de ça, d'un lien de partage anonyme. Et pour finir, on va être capable de voir que William a envoyé un contrat de travail dans Teams, mais depuis une session de chat. Donc, pour cela, on va d'abord voir qu'un fichier a été copié depuis l'espace OneDrive personnel de William, puis ça va générer l'événement d'un ajout de permission sur le fichier de contrat de travail, et tout ça dans OneDrive. Voilà un peu toute l'activité qu'on va être capable de suivre aujourd'hui directement depuis la plateforme Varonis. Donc, au niveau de la détection des menaces dans SharePoint Online et dans OneDrive, on va prendre un exemple de modèle de menace de type nombre inhabituel de fichiers partagés publiquement. Donc, dans le cadre de cette alerte, un utilisateur semble avoir abusé du partage de fichiers en utilisant des liens guest, donc, comme on a vu, donc c'est des partages anonymes à l'extérieur de la société. Cela sous-entend que n'importe quelle personne recevant ce lien, en dehors de l'organisation, peut aussitôt le faire suivre à n'importe quelle autre personne qui pourrait elle-même y accéder et le repartager. À partir de là, il est donc possible de visualiser le contexte sur le compte de l'utilisateur. Donc, on va savoir est-ce que l'utilisateur est en watchlist, est-ce qu'il a des privilèges particuliers, est-ce qu'il a récemment été désactivé ou supprimé, ce qui pourrait sous-entendre qu'il y a un compte furtif, ou est-ce qu'il a été impliqué aussi dans le déclenchement d'autres alertes comportementales? Peut-être qu'il n'est pas seulement en train d'attaquer la partie SharePoint, il pourrait aussi bien attaquer une partie on-premise. On va aussi pouvoir avoir du contexte sur la donnée. Quelle est la nature de cette donnée? Donc là, on est dans notre alerte. On va directement depuis l'alerte savoir quelle est la nature de la donnée. Est-ce que c'est une donnée sensible? Est-ce que c'est une donnée obsolète? Est-ce que c'est une donnée morte? Quelle est la quantité de données? On va aussi avoir du contexte sur le périphérique qui a été utilisé par le client. Est-ce que c'est un périphérique habituel de l'utilisateur ou est-ce que c'est la première fois qu'on détecte que cet utilisateur se sert de ce nom de machine-là? Est-ce que la position géographique de ce périphérique est connue ou est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle fait partie des différentes zones géographiques qui ont été identifiées comme des sièges de la compagnie? Ou est-ce que, par exemple, l'utilisateur est en train de lancer une attaque depuis l'Ukraine qui ne fait pas partie des sites géographiques répertoriés par l'entreprise? On va aussi avoir du contexte sur l'heure à laquelle l'alerte a été remontée. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur a l'habitude de travailler dans cette plage horaire?
D'habitude, il a l'habitude de faire du 9h, 18h. Et là, on commence à remonter une alerte d'Ukraine à 4h du matin depuis un périphérique que l'utilisateur n'a jamais utilisé. Donc voilà, toutes ces données-là, tout ce contexte-là vont être mises en évidence dans une alerte que vous allez recevoir directement depuis la console Varonis. Donc là, vous avez quelques exemples de menaces concernant la partie Exchange Online. Vous allez pouvoir y retrouver, par exemple, des modèles concernant les modifications des permissions sur des objets de boîte aux lettres d'utilisateurs de type manager ou VIP. Vous allez aussi pouvoir avoir des modèles concernant un trajet impossible, par exemple, entre un utilisateur qui a l'habitude ou qui s'est connecté ce matin à 8h depuis Paris et qui, 2 heures plus tard, se retrouve depuis un autre poste en Ukraine. Là, on est sur un trajet impossible. L'utilisateur ne peut pas faire le trajet en 2 heures, se reconnecter, c'est impossible. Donc voilà, on a un modèle qui est préenregistré dans la solution Varonis. Donc, à l'issue de la collecte de toute cette information, il faut laisser vivre un peu l'outil chez les clients. Et donc, il va devenir possible d'effectuer des remédiations sur les permissions et sur les liens de partage. Donc, les modifications elles peuvent être directement appliquées depuis la console Varonis, et plus précisément depuis la Work Area. Si on fait un zoom sur les permissions qui sont accordées, on va voir qu'il y a des croix rouges à côté du nom des utilisateurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des utilisateurs qui ont été désactivés ou supprimés. Ça veut bien dire que cet utilisateur-là, depuis les 6 derniers mois, n'a pas accédé à la donnée dans le dossier finance. Donc, si on applique le principe du moindre privilège, la recommandation de Varonis serait de retirer l'accès de cet utilisateur. Soit on le retire du groupe, soit on retire le groupe du dossier, si tous les utilisateurs y font partie. Voilà, vous allez avoir différentes recommandations en fonction de l'utilisation des données par vos utilisateurs. On va aussi pouvoir confier cette remédiation au module d'automatisation et vous allez pouvoir le planifier à des dates particulières. Par exemple, vous avez de la donnée morte et vous ne voulez pas que la solution y passe tous les jours dessus, mais plutôt avoir une action tous les trimestres ou tous les ans. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir l'automatiser et automatiser toutes ces remédiations-là depuis la solution Varonis. Donc aujourd'hui, Varonis, on peut vous dire que ça va offrir plus de visibilité, de contrôle et surtout de centralisation d'accès à l'information sur votre environnement Office 365. Donc, il va devenir beaucoup plus facile de répondre aux fameuses questions de qui possède l'accès, qui dispose d'un accès, de qui a accédé réellement à cette donnée, parce que ce n'est pas parce qu'on a accès à la donnée qu'on y accède vraiment, de quelle nature est la donnée à laquelle on a accès, est-ce que l'utilisateur effectue des actions qui sont non légitimes sur cette donnée, etc., etc. Vous allez vraiment avoir beaucoup plus d'informations de manière centrale. Donc, si on fait un petit récapitulatif, pour résumer, l'adoption d'Office 365 pour les utilisateurs, c'est un véritable succès, c'est une vraie réussite pour Microsoft. Microsoft a détrôné Slack au profit de Teams, ils en font même de la pub aux 20h, ils font même ils ont fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, un petit reportage aux 20h, ils font même de la pub pour de la collaboration de personnes qui travaillent dans de la création de jeux vidéo. Voilà, vraiment, Microsoft a réussi un gros coup en sortant Teams et en réussissant à le faire adopter par énormément d'utilisateurs. Ce qui rend du coup la tâche beaucoup plus compliquée maintenant pour la sécurité de la donnée. Maintenant que vous avez conscience de comment tout se passe, vous allez pouvoir dire aux clients, OK, vous avez adopté Teams, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà ce que Teams provoque derrière. Mais grâce à Varonis, on va pouvoir vous proposer une solution qui va permettre de centraliser la gestion de cette donnée. Et donc, du coup, vous allez pouvoir soulager les équipes IT en disant, OK, vos utilisateurs ont partagé de la donnée, mais vous allez garder quand même le contrôle de cette donnée et vous allez pouvoir automatiquement remédier à certains types de comportements d'utilisateurs avec cette donnée. Donc voilà, j'en ai fini de la présentation. Merci Arnaud. Oui, pas de souci. Est-ce que tu as, du coup, Nelson, des points
Pour conclure? Alors, je voulais juste voir s'il y avait en fait des questions. Donc, je vois que dans le chat, il n'y a pas forcément, on va dire, eu de questions. Vous avez un petit bouton en fait pour lever la main si jamais, si quelqu'un veut effectivement en fait poser une question. Ce que je te propose, vu qu'on clôt, on va dire un petit peu cette partie-là par les questions-réponses, c'est peut-être Brian d'arrêter au fait l'enregistrement. Et comme ça, du coup, on est déjà plus